Mon fils a utilisé les 25 000 € que je lui avais donnés pour des vacances familiales en Corse, puis m'a regardé droit dans les yeux à l'aéroport et m'a dit qu'il avait oublié d'acheter mon billet. Il l'a dit avec le même ton décontracté qu'il aurait pu utiliser pour dire qu'il avait oublié d'acheter du lait. Il m'a dit de simplement rentrer chez moi. Ce qu'il ne comprenait pas, c'est que chez soi, c'est là où un homme construit sa vie et où il garde le numéro de téléphone d'un très bon avocat. Au moment où leur avion a touché terre au paradis, j'avais déjà passé un appel qui transformerait leur rêve tropical en cauchemar. L'air dans le terminal de l'aéroport était épais, du bourdonnement stérile de l'air recyclé et du grondement sourd des valises qui roulaient. C'était le son des départs, des nouveaux commencements. Je me tenais à côté d'une montagne de bagages neufs, l'odeur du plastique frais encore accroché au poignet. Mon fils Michel avait insisté là-dessus. « Nous devons voyager avec style, papa », avait-il dit avec un sourire large et éclatant. J'avais tout payé, bien sûr, tout comme j'avais payé les billets de première classe, le complexe 5 étoiles, toute l'expérience de 25 000 €. C'était, après tout, mon cadeau, mon présent pour la famille. Céline, ma belle-fille, s'agitait autour des enfants, sa voix un peu trop aiguë, un peu trop enjouée. Elle ajusta le col de notre petit-fils Louis pour la 3e fois. Un geste qui se voulait maternel, mais qui paraissait comme de la pure énergie nerveuse. Michel ne regardait aucun d'entre nous. Son regard était fixé sur l'écran des départs, son pied tapant un rythme rapide et anxieux contre le sol poli. J'étais le seul à rester parfaitement immobile, une petite île de calme dans leur océan d'excitation agitée. Je les observais, mon fils et sa femme, et ressentais cette douleur familière d'une distance qui n'avait rien à voir avec les kilomètres. Ils étaient là, juste devant moi. Mais ils étaient repartis depuis longtemps, très longtemps. Nous avons finalement atteint le début de la file. L'agent d'enregistrement, une jeune femme avec un sourire professionnel mais lasse, a pris nos passeports. Elle a tapé sur son clavier, ses yeux parcourant l'écran. Elle a rendu les passeports à Michel, Céline et aux enfants. Puis elle m'a regardé, son sourire vacillant juste une seconde. « Monsieur Dubois, » dit-elle, sa voix polie mais ferme, « j'ai votre passeport ici, mais je ne trouve pas de réservation pour vous sur ce vol. » Les mots ne semblaient pas avoir de sens. Ils flottaient dans l'air entre nous, sont dépourvus de signification contre le bruit de fond de l'aéroport. Je sentis une douzaine de paires d'yeux de la file derrière nous. Je me tournai vers Michel, une simple question sur mon visage. Son propre visage, celui que j'avais vu grandir d'enfant à homme, était un mur blanc. Il ne voulait pas croiser mon regard. Il était soudain fasciné par un fil lâche sur sa manche de veste. « Michel ?» dis-je, ma voix calme, mais elle trancha le bruit comme une lame. Céline fut la première à réagir. Un halètement théâtral et aigu. « Mon Dieu !» souffle-t-elle, portant une main à son cœur. « Il doit y avoir une erreur. » Mais il n'y avait pas d'erreur. Je pouvais le voir dans la façon dont les épaules de mon fils se tendirent, dans sa façon de refuser de me regarder. La vérité se tenait là devant moi, plus laide que n'importe quel mensonge qu'il aurait pu me dire. « Papa !» marmonna finalement Michel, regardant toujours ce fil imaginaire. « Bon sang, je suis vraiment désolé. Les choses ont été complètement folles au travail, avec les enfants et faire les bagages. » Il leva finalement les yeux, et ses yeux étaient remplis d'excuses superficielles et répétées. « Je pense que dans tout ce chaos, j'ai oublié de réserver ton billet. » L'excuse était si faible, si insultante qu'elle tenait à peine debout. 25 000 €, et il avait oublié. Céline sauta immédiatement dans son rôle d'épouse solidaire. « Oh chérie, ne t'inquiète pas !» dit-elle, sortant son téléphone avec une flouriche. « Voyons si nous pouvons acheter un billet de dernière minute maintenant. Ça ne peut pas être si cher, n'est-ce pas ?» Ses doigts dansèrent sur l'écran. Je l'observais, une actrice chevronnée, jouant un rôle qu'elle connaissait bien. Son visage s'effondra dans un masque de profonde déception. « Oh Charles !» dit-elle, tournant le téléphone vers moi comme pour prouver son point. Un siège de dernière minute coûte presque 2500 €. Et il ne serait même pas près de nous. C'est du vol. Il se tenait là, un front uni de regrets fins. Lui, le fils oublieux. Elle, la réparatrice impuissante. Ils avaient répété cela. La pensée était aussi froide et dure que le sol de marbre sous mes pieds. Ce n'était pas une erreur, c'était une performance. Michel fit un pas vers moi, posant une main sur mon épaule. Elle semblait lourde. Pas d'affection, mais du poids de son mépris. « Écoute, papa, » dit-il, baissant la voix dans un chuchotement conspiratoire, comme si nous étions une équipe résolvant un problème. « L'avion va commencer l'embarquement d'une minute à l'autre. Il n'y a rien que nous puissions faire maintenant. » Il serra mon épaule. « Pourquoi ne prends-tu pas un taxi pour rentrer chez toi, te reposer un peu ?
Nous nous sentons terriblement mal, vraiment. Nous te rapporterons le meilleur souvenir de l'île. Rentre chez toi. Les mots résonnèrent dans le silence soudain de mon esprit. Il m'envoyait comme un enfant qui s'était mal comporté, comme un inconvénient qui devait être réglé. Je regardais au-delà de lui mes petits-enfants, Louis et Maya, qui regardaient avec des yeux confus. Je regardais les nouveaux bagages que j'avais payés. Je regardais la vie que j'avais donnée à mon fils, les opportunités, le soutien, le filet de sécurité financière sans fin. Et en retour, il me donna 2 mots. Rentre chez toi. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas argumenté. Je ne leur ai pas donné le drame qu'ils auraient bon pu attendre. J'ai simplement regardé mon fils, tenu son regard pendant un long moment, et vu un étranger. J'ai fait un hochement de tête lent et délibéré. D'accord, fils, dis-je, ma voix parfaitement égale. Bon voyage. Je me suis retourné et je suis parti sans regarder en arrière. Je pouvais sentir leur soupir collectif de soulagement dans mon dos. Ils pensaient qu'ils avaient gagné. Ils pensaient qu'ils s'étaient débarrassés de moi. Mais alors que je marchais vers la sortie, mes pas n'étaient pas le traînement d'un vieil homme vaincu. C'étaient les pas mesurés et constants d'un artisan sur le point d'aller travailler. La ville glissa devant la fenêtre du taxi dans un flou de briques et de verre. Des rues familières qui semblaient étranges et distantes. J'ai attrapé mon reflet dans la fenêtre superposée sur le paysage en mouvement. Pendant un moment, j'ai vu un étranger, un vieil homme fatigué avec les lumières dures de l'aéroport, encore gravées autour de ses yeux. Mais la sensation passa. L'homme qui me regardait n'était pas fatigué. Il était éveillé. Il voyait les choses avec une clarté aussi aiguë et douloureuse qu'un éclat de verre brisé. Rentre chez toi. Les mots n'étaient plus l'écho de la voix de mon fils. Ils étaient devenus mon propre commandement, une déclaration de mission. La piqûre aiguë et brûlante de la trahison s'était estompée pendant ma marche silencieuse hors du terminal. Elle fut remplacée par quelque chose de froid et lourd, quelque chose de solide. C'était la sensation d'un outil se posant dans la main d'un artisan. Ce n'était pas la douleur désordonnée et émotionnelle d'une querelle familiale. C'était la géométrie propre et simple d'un problème qui devait être résolu. Ils avaient fait une erreur de calcul critique. Ils voyaient un vieil homme, un portefeuille, une relique à gérer et apaiser. Ils avaient oublié qu'ils parlaient à l'homme qui avait construit la maison où ils avaient grandi, brique par brique. Ils pensaient jouer contre un pion qu'ils pouvaient sacrifier. Ils n'avaient aucune idée qu'ils étaient assis de l'autre côté de l'échiquier du roi, et qu'ils venaient de le renvoyer à son château. La maison était silencieuse, retenant son souffle dans la lumière du matin. Tout était exactement comme je l'avais laissé 1 heure plus tôt. Pourtant, l'espace semblait complètement différent. C'étaient les mêmes 4 murs, les mêmes meubles que j'avais construits, les mêmes photos d'une famille souriante sur le manteau de la cheminée. Mais le vide était nouveau. C'était un espace creux creusé par une trahison que je n'avais pas vu venir. Je suis entré dans le salon et me suis assis dans le fauteuil près de la fenêtre, celui avec l'imprimé floral qui s'était fané d'années de soleil. Sa chaise, la chaise de Rose, et dans le calme, je pouvais presque entendre sa voix, non pas avec tristesse, mais avec la sagesse calme et savante qu'elle avait toujours eue. Rose voyait le monde avec un œil d'artiste pour les détails. Elle remarquait les fines fissures dans les choses avant qu'elles ne deviennent des cassures. Il y a des années, après que Michel eut demandé un prêt important pour une voiture dont il n'avait pas besoin, elle s'était assise avec moi sur la terrasse, le regardant s'éloigner. « Il a tes mains, Charles » avait-elle dit, son regard distant. « Mais il n'a pas ta patience pour le bois. Il ne veut que la table finie. » Je ne l'avais pas complètement compris à l'époque. Je pensais que c'était juste l'inquiétude d'une mère. Maintenant, assis dans sa chaise, ses mots étaient clairs comme une cloche. Elle disait aussi « L'argent ne change pas une personne, Charles. Il la rend juste plus de ce qu'elle est déjà. » Et dans ma douleur, après qu'elle soit partie, j'avais oublié cela. J'avais confondu ma générosité avec l'amour, alors qu'en réalité, c'était juste du carburant pour la faiblesse de mon fils, pour l'homme privilégié qu'il devenait. La douleur dans ma poitrine n'était pas seulement pour moi. C'était pour elle, pour l'héritage de travail acharné et de dignité silencieuse que nous avions construite ensemble. Ce n'était plus question d'un vol manqué. C'était question des fondations du travail de nos vies, et je ne resterai pas les bras croisés à regarder mon fils tout détruire pour une poignée de cendres. Je me suis levé de sa chaise, la chaleur du soleil dans mon dos. Le chemin vers l'avant n'était plus brumeux de douleur. C'était une ligne droite et claire. Je suis entré dans mon bureau, la seule pièce de la maison qui était plus la mienne que la nôtre. Les murs étaient tapissés de livres sur la menuiserie et l'histoire,
et l'air sentait la sueur et le vieux papier. Le bureau, une pièce solide de chêne foncé, était la première chose que j'avais construite pour cette maison. Je l'avais construit pour durer. J'ai passé ma main sur sa surface lisse et fraîche, sentant le grain du bois sous ma paume. C'était un bureau pour prendre des décisions. Je n'avais pas besoin de chercher un numéro. Je le connaissais par cœur. J'ai pris le combiné du téléphone lourd et à l'ancienne sur mon bureau, et j'ai composé. Il a sonné 2 fois avant qu'une voix professionnelle et nette ne réponde. Cabinet d'avocat David Chen. David, dis-je, ma voix ferme. C'est Charles Dubois. Il y eut une brève pause, puis son ton se réchauffa légèrement. Monsieur Dubois, c'est bon de vous entendre, bien que j'aie le sentiment que ce n'est pas un appel social. Est-ce que tout va bien? Je suis allé droit au but. J'ai besoin que tu prennes une action immédiate sur une question délicate, David. Je veux que tu rédiges les documents légaux nécessaires pour geler temporairement tout accès à la fiducie familiale Dubois pour mon fils Michel Dubois, effectif immédiatement. Je pus entendre le faible bruit de frappe de l'autre côté de la ligne. Compris, dit-il. Quelle est la raison de la révision? Une réévaluation fondamentale des termes et bénéficiaire de la fiducie, dis-je, sentant les mots solides et vrais. Cela suffira pour l'instant. Bien sûr, répondit David. J'aurai les documents rédigés et déposés dans l'heure. Quand voulez-vous que j'envoie la notification officielle à Michel? C'était la partie cruciale. C'était le mouvement qui comptait. Je veux que la notification soit envoyée à son adresse e-mail principale dans les 5 prochaines minutes, dis-je. Il est actuellement dans un vol pour la Corse. Il sera dans les airs, injoignable, pendant les 6 prochaines heures. Je veux que cet email soit la première chose qu'il voit quand il atterrira et allumera son téléphone. La ligne fut silencieuse pendant un moment. Je savais que David comprenait tout ce que je ne disais pas. Il comprenait le timing, la stratégie, le but froid et dur. Considérez que c'est fait, monsieur Dubois, dit-il, sa voix ne laissant aucune place au doute. Merci, David, répondis-je, et je reposai doucement le combiné sur son support. Je me suis assis là au bureau que j'avais construit dans la maison que j'avais payée, et j'ai imaginé un email, un petit messager numérique silencieux, commençant son voyage à travers le pays. C'était la première brique que je poserais dans les nouvelles fondations de ma vie. Alors que je m'asseyais à mon bureau, le tic-tac de l'horloge grand-père dans le couloir était le seul son. C'était un rythme que je connaissais bien, un battement de cœur constant pour une maison dont le propre cœur avait été arraché quand Rose était morte. Le plan que j'avais mis en mouvement n'était pas né d'un seul moment de manque de respect dans un aéroport. Il avait été forgé au cours d'années de trahisons plus petites, 1000 petites fissures dans les fondations de ma confiance. Les souvenirs, ceux que j'avais écartés, revenaient maintenant avec une clarté parfaitement douloureuse. Je me souviens d'un déjeuner dominical quelques mois seulement après les funérailles. La maison était encore drapée dans un silence lourd que nous essayions de remplir avec une conversation sans signification. Céline, avec son sourire parfait, avait gesticulé vers la vitrine en merisier poli dans le coin où je gardais ma collection de montres vintage. « Charles » avait-elle dit, sa voix dégoulinante d'admiration. Chaque fois que je les vois, je suis émerveillé. Ce ne sont pas seulement des montres, c'est de l'histoire. J'ai expliqué que chacune marquait une étape importante. Le premier gros contrat pour l'entreprise, l'année où Michel était né, le 25e anniversaire que j'ai partagé avec Rose. Chacune était un chapitre de ma vie acheté avec la sueur et la patience. C'est alors que Michel vit son ouverture. Il se pencha en avant, mettant son visage sérieux d'affaires. « Tu sais, papa, elles sont juste là à prendre la poussière. Ce sont des actifs sous-utilisés. Il y a cette nouvelle entreprise sur laquelle je travaille et faire la bonne impression est tout. Si je pouvais juste emprunter l'une des plus impressionnantes, juste pour quelques réunions clés. Il s'agit de tirer parti de ce que nous avons pour construire un avenir. » Je me souviens de la façon prudente dont il choisit ces mots. Tirer parti, actif, avenir. C'étaient des mots froids et vides pour décrire des choses qui contenaient tant de mon passé. « Fils », dis-je, ma voix douce mais ferme. Celles-ci ne sont pas pour en tirer parti, elles sont pour se souvenir. Elles restent ici. Le changement fut immédiat. Le sourire charmant disparut. Il se pencha en arrière dans sa chaise, prit sa fourchette et commença à pousser sa nourriture autour de son assiette. Un homme de 39 ans, boudant comme un enfant, à qui on avait refusé un jouet. « D'accord » marmonna-t-il. « Peu importe, j'essayais juste de faire quelque chose de moi-même. » Il ne m'adressa plus un mot pour le reste de la soirée. J'ai vu la cupidité alors, à peine voilée comme de l'ambition. Mais la douleur est un brouillard. Elle estompe les bords des choses. Je me suis dit qu'il était juste impatient.
Je me suis dit qu'il ne comprenait pas. Mais maintenant je sais. Il comprenait parfaitement. Il s'en fichait juste. Si l'incident avec les montres était un drapeau rouge, alors la boutique en ligne de Céline était un incendie de forêt que j'ai essayé d'éteindre avec des billets de 100 euros. Elle l'appelait son projet passion. Une collection curatée de foulards et bijoux hors de prix. Ça a duré 6 mois. La première chose que j'ai apprise sur son échec fut un appel téléphonique frénétique de Michel. Il l'a amenée ce soir-là. Elle était maître dans l'art de la mise en scène. Elle ne portait pas de maquillage. Ses yeux étaient rougis et elle s'assit recroquevillée sur mon canapé, ressemblant à un oiseau fragile avec une aile cassée. Les larmes étaient parfaitement chronométrées, roulant sur ses joues, tandis que Michel expliquait comment les fournisseurs et les compagnies de cartes de crédit appelaient en sans arrêt. « J'ai tellement honte, Charles », chuchota-t-elle, sa voix se brisant. « Je voulais juste construire quelque chose à moi. Je n'ai jamais voulu que cela arrive. J'ai déçu Michel. » Sa performance était impeccable. Elle se tordait les mains. Elle refusait de faire un contact visuel. Elle irradiait la honte. J'ai fait ce que je pensais qu'un père devait faire. Je protégeais mon fils du stress, de la ruine potentielle de leurs finances. Je préservais la stabilité de la famille. J'ai écrit un chèque pour couvrir ses dettes. Un chèque de 40 000 euros. Le soulagement qui s'étendit sur son visage était biblique. Elle me jeta ses bras autour du cou, sanglotant de gratitude. « Tu es notre sauveur, Charles !» cria-t-elle dans mon épaule. « Je te rembourserai chaque centime, je le jure. Je prendrai un second emploi. Je ferai tout ce qu'il faut. » Je l'ai cru, ou plutôt, j'ai choisi de la croire. 3 jours plus tard, je conduisais dans le beau quartier de la ville en me rendant au magasin de bricolage. Je me suis arrêté à un feu rouge et mes yeux se sont dirigés vers les vitrines immaculées. Et puis je l'ai vue. C'était Céline sortant d'un magasin de sacs à main de créateurs, un de ces endroits où les étiquettes de prix ont des virgules. Il n'y avait aucun signe de l'oiseau brisé et fragile de mon salon. Elle rayonnait, triomphante, un sac d'achat orange vif dans une main et un nouveau sac à main en cuir chair glissé sous son autre bras. Elle riait dans son téléphone, un son insouciant et joyeux. Le feu passa au vert. La voiture derrière moi klaxonna. J'ai continué à conduire, mais l'image était gravée dans mon esprit. Le visage baigné de larmes de la femme qui avait promis de me rembourser et le visage souriant de la femme qui venait de dépenser un morceau de ma générosité sur un nouveau trophée. Je ne l'avais pas sorti d'une crise. J'avais juste payé pour le prochain chapitre de son irresponsabilité. Les montres avaient été un test. La dette de 40 000 euros de Céline avait été une répétition, mais la vraie cible, le grand prix, avait toujours été la fiducie familiale du bois. Rose et moi l'avions établie il y a des années. Ce n'était pas seulement une collection d'actions et d'obligations. C'était la somme de nos vies. C'était la sueur de nos fronts, la sciure sur nos vêtements, les nuits tardives penchées sur les registres et les plans, tout distillé en un seul héritage puissant pour notre fils. Mais c'était destiné à être exactement cela, un héritage. Quelque chose pour lui après mon départ, une fondation pour l'avenir de sa propre famille. Dans la dernière année, cependant, Michel avait commencé à la traiter comme un compte courant auquel il ne pouvait pas accéder. Les questions avaient commencé subtilement. Un appel téléphonique ici, une enquête désinvolte pendant le dîner là. « Hé papa !» commencerait-il, sa voix légère et désinvolte. Je parlais avec un planificateur financier et il a dit qu'il était toujours intelligent de connaître les spécificités. La fiducie est-elle révocable ou irrévocable? Une semaine plus tard, une autre question. Y a-t-il des dispositions pour un décaissement anticipé? Tu sais, pour une opportunité d'investissement majeure unique dans une vie. Il l'a contourné comme un requin, sondant les faiblesses dans la cage. Chaque fois, je lui avais donné la même réponse. La fiducie est pour ton avenir, fils, pas pour ton présent. Je pensais que ma fermeté suffirait. J'avais tort. Et alors que je m'asseyais là, dans le silence de mon bureau, les pièces finales et laides s'assemblèrent. C'était comme regarder une série de points aléatoires et déconnectés, puis soudainement voir l'image terrifiante qu'ils formaient. Les questions persistantes sur la fiducie. La proposition soudaine et enthousiaste pour des vacances familiales luxueuses en Corse. L'insistance pour que je paye tout à l'avance. L'acte brutal final à l'aéroport. Ce n'était pas une série d'actes égoïstes, c'était une seule campagne coordonnée. Les vacances de 25 000 euros n'avaient jamais été question de temps en famille. C'était l'appât. C'était le coup de m'amener dans un lieu éloigné et beau où ils imaginaient que je serais détendu, pris au dépourvu, et plus disposé à signer des papiers qui leur donneraient accès au travail de ma vie. Me laisser à l'aéroport n'était pas une erreur. C'était leur plan B arrogant et maladroit.
C'était le moment où ils décidèrent que même s'ils ne pouvaient pas obtenir ma signature, ils avaient encore droit aux vacances que j'avais payées. C'était la preuve ultime. Ils ne voulaient pas seulement mon argent, ils voulaient que ma vie soit finie. Le lendemain matin, j'ai mis le costume que Rose disait toujours me rendait distingué. J'ai rassemblé mes relevés bancaires, imprimé quelques emails clés et les ai placés dans une vieille mallette en cuir qu'elle m'avait achetée pour notre 10e anniversaire. C'était une mallette qui avait porté des contrats pour un travail honnête, pour des bâtiments qui tenaient encore debout contre le vent. Maintenant, elle portait la preuve d'une fondation qui s'effritait. Le bureau de David Chen était au 34e étage d'un gratte-ciel du centre-ville, un monde de verre et d'acier qui bourdonnait d'ambition silencieuse. C'était un jeune homme, vif et impeccablement habillé. Mais ses yeux avaient une intelligence calme d'âme ancienne, en laquelle j'avais confiance. Il a écouté sans interruption pendant que je lui exposais tout sur son bureau d'acajou poli. Je ne l'ai pas présenté comme le récit de malheur d'un père en deuil. Je l'ai présenté comme un dossier. J'ai parlé de l'incident avec les montres, établissant une base de référence du sentiment de droit acquis. J'ai exposé les relevés financiers montrant le transfert de 40 000 € pour couvrir les dettes commerciales de Céline, plaçant une photo imprimée que j'avais trouvée sur sa page de médias sociaux à côté. Une photo d'elle souriante avec le nouveau sac à main de créateur posté 3 jours après le renflouement. David a regardé la photo, puis m'a regardé, son expression illisible. Je l'ai guidé à travers les questions persistantes récentes de Michel sur la fiducie. Je les lui ai rapportées mot pour mot. Finalement, je lui ai raconté l'aéroport. Ma voix n'a jamais vacillé. Je n'étais pas là pour la sympathie. J'étais là pour les conseils d'un artisan sur une structure qui défaillait. Quand j'ai terminé, j'ai croisé mes mains sur ma mallette. Je ne suis pas ici aujourd'hui par colère, David, dis-je, ma voix basse et ferme. Je suis ici parce que les fondations sont fissurées. Les murs porteurs du respect et de la confiance ont été compromis. Avant que toute la maison ne s'effondre, j'ai besoin de connaître mes options pour renforcer la structure. David s'est penché en arrière dans sa chaise, tapotant un stylo contre un bloc-notes légal. Monsieur Dubois, dit-il lentement, d'après ce que vous m'avez montré, ce ne sont pas seulement des fondations fissurées. C'est un modèle d'exploitation financière et émotionnelle cohérent et délibéré. Les renforts pourraient ne pas être suffisants. J'avais espéré qu'il hoche la tête et commence à parler de clauses légales, d'ajouts d'amendements et de stipulations à la fiducie. Au lieu de cela, David Chen posa son stylo et entrelaça ses doigts, son regard direct et sérieux. « Monsieur Dubois, commença-t-il en se penchant légèrement vers l'avant. Parlons franchement. Vous êtes venu ici en parlant de renforcer des fondations fissurées. Mais ce qu'un bon constructeur fait, et vous le savez mieux que moi, c'est déterminer la cause de la fissure. Et d'après ce que vous m'avez dit, ce n'est pas une fissure causée par le temps ou la pression. C'est une fissure causée par du poison mélangé dans le béton dès le début. La métaphore resta suspendue dans l'air, crue et précise. Si nous ajoutons seulement des garanties et de nouvelles clauses à la fiducie existante, continua-t-il, vous mettez essentiellement une serrure plus forte sur une porte que votre fils et sa femme ont prouve et qu'ils sont prêts à brûler. Vous passerez le reste de vos années dans un état de siège permanent, défendant constamment vos décisions, votre compétence, votre droit au travail de votre propre vie. Un état de siège permanent. La phrase me frappa avec la force d'un coup physique. C'était exactement ce que ma vie était devenue sans que je m'en rende compte. Une bataille lente et épuisante contre le sentiment de droit acquis. Ce que vous proposez, c'est la défense, dit David. Je suggère que nous considérions l'offensive. Nous ne protégeons pas seulement les actifs. Nous changeons la nature de l'héritage lui-même. Nous pouvons restructurer tout votre patrimoine de telle manière qu'il devienne une force pour le bien, un témoignage public de vos valeurs et de celles de votre épouse. Une structure qui est légalement fortifiée et sert un but si loin de leur portée qu'ils ne peuvent pas la toucher, ne peuvent pas la corrompre et ne peuvent pas la manipuler. Je le fixais. J'étais venu dans son bureau en pensant à comment barrer la porte à mon propre fils. David suggérait que je démolisse la maison et construise une forteresse à sa place, une dont les portes s'ouvriraient au monde entier, sauf à la personne qui pensait que c'était son droit de naissance. Il ne m'offrait pas seulement une stratégie légale, il m'offrait la paix. J'ai regardé par la fenêtre du bureau de David sur la ville étalée en contrebas. Tant de bâtiments, tant de vies, toutes construites sur des fondations d'un type ou d'un autre. J'ai pensé aux fondations faibles sur lesquelles mon fils essayait de construire sa vie, des fondations de droit acquis et de cupidité. Et puis, j'ai pensé à un type différent de fondation. Je me suis retourné vers David.
Cela vous dérange-t-il si je passe un appel ? Demandai-je. Il fit simplement un geste pour que je procède. J'ai composé le numéro de ma nièce Amélie, la fille de ma sœur décédée. Elle a répondu à la deuxième sonnerie, sa voix brillante et pleine d'énergie. Oncle Charles, c'est si bon de t'entendre. Il n'y avait pas de prétention dans sa voix, pas d'agenda caché, juste une chaleur authentique. Nous avons parlé pendant quelques minutes de ses cours, ses professeurs. Je lui ai demandé pour le centre communautaire qu'elle concevait pour son projet final. Sa voix s'est illuminée tandis qu'elle le décrivait, parlant de bois durable, de lumière naturelle et de créer un espace qui servirait les personnes âgées du quartier. Elle parlait de construire quelque chose qui durerait, quelque chose qui aiderait les gens. Elle ne me demandait rien. Elle partageait sa passion. « Tu as ce feu en toi », lui dis-je, ma voix épaisse d'émotion. « Exactement comme ta tante Rose. Dis-moi quelque chose, ma petite. Te souviens-tu de ce qu'elle disait toujours être la partie la plus importante de toute structure ? » Je pouvais presque entendre son sourire à travers le téléphone. « La partie que tu ne peux pas voir », dit-elle sans une seconde d'hésitation. « Le caractère du constructeur. » J'ai fermé les yeux. C'était ça. C'était la réponse. « Tu me rends fière, Amélie ?» dis-je doucement. « Tu la rends fière. » J'ai terminé l'appel et posé mon téléphone face vers le bas sur le bureau poli. Un sentiment profond de paix s'installa sur moi. Le chemin n'était pas seulement clair maintenant, il était illuminé. J'ai regardé David Chen et il a su au moment où il a vu mon visage. Le temps de délibération était terminé. « Faisons-le », dis-je. « Je veux que tu commences le processus légal de dissolution complète de la fiducie familiale du bois. Puis à sa place, je veux que tu établisses une nouvelle entité. Nous l'appellerons la Fondation Rose Dubois. » David prit son stylo, prêt à écrire. Sa seule mission, continuai-je, chaque mot étant une brique posée en place, sera de fournir des bourses complètes de 4 ans pour des étudiants prometteurs poursuivant des diplômes en architecture et design. Et quand le moment viendra, je veux que la première personne à qui soit offert le poste de directrice exécutive de cette fondation soit ma nièce, Amélie Dubois. À 6 heures et 2000 km de là, le paradis fonctionnait exactement comme annoncé. L'air qui accueillit Michel et Céline quand ils sortirent de l'aéroport climatisé était une couverture chaude et parfumée, sentant le sel et les fleurs. Le hall du complexe était encore mieux. C'était une cathédrale à ciel ouvert de richesse, avec un plafond qui s'élevait, des plantes vertes luxuriantes cascadant le long des murs, et une brise douce portant le son d'une guitare distante. On leur remit des serviettes fraîches et humides et des verres de jus d'ananas. Céline laissa échapper un petit soupir de pur plaisir non adultéré. « C'est ça, chérie », chuchota-t-elle à Michel, serrant son bras. « C'est comme ça que la vie est censée être. » Michel, se sentant expansif et réussi, examina la scène comme un roi regardant son nouveau domaine. Il l'avait fait. Il avait réussi. Il sortit son téléphone de sa poche, prêt à poster la première photo sur les médias sociaux. Un cliché décontracté de la piscine à débordement, avec une légende comme « enfin, un peu de détente bien méritée ». Quand le téléphone se connecta au Wi-Fi du complexe, une cascade de notifications inonda l'écran. Enterré parmi elles se trouvait un email avec une ligne d'objet qui fit se contracter son estomac. C'était du cabinet d'avocat David Chen. Au comptoir de réception en marbre étincelant, la concierge, une belle femme avec une fleur dans les cheveux, leur donna un sourire éblouissant. « Bienvenue au paradis, monsieur et madame Dubois. Nous avons juste besoin d'une carte de crédit pour les frais accessoires et les frais du complexe. » Michel, essayant encore de traiter le jargon légal dans l'email sur son téléphone, tendit la carte platine avec une flourish confidente. C'était la carte liée à la fiducie, celle avec le plafond pratiquement illimité. La concierge la passa. Une petite moue polie toucha ses lèvres. Elle la passa de nouveau. « Je suis vraiment désolée, monsieur, » dit-elle, son sourire se crispant juste d'une fraction. « Il semble que cette carte ait été refusée. » Michel fixa le mot sur l'écran. « Refusée. » C'était un concept alien pour lui, un mot d'une langue différente destiné à d'autres personnes. Il arracha la carte de la concierge, son visage rougissant profondément. « Passez-la encore », aboya-t-il. « Il doit y avoir un problème avec votre machine. » La concierge, son sourire professionnel maintenant soudé en place, la passa de nouveau. « Refusé. » Je n'étais pas là pour le voir, bien sûr, mais assis dans le calme de mon bureau, je pouvais imaginer la scène aussi clairement que si j'étais assis dans un de ces fauteuils de hall hors de prix. Je pouvais voir la panique commencer à fleurir dans les yeux de mon fils, la façon dont sa confiance se brisa comme du verre bon marché. Je pouvais voir Céline agrippant son bras, ses ongles parfaitement manucurés s'enfonçant dans sa manche,
Sa voix un chuchotement venimeux dans son oreille. Mon téléphone, posé sur le bureau à côté de moi, s'illumina avec le premier message texte. C'était de Michel, une tentative de projeter le contrôle. Papa, il semble y avoir un problème avec la carte. Probablement une alerte fraude de la banque. Peux-tu les appeler quand tu auras un moment? Je lus le message et reposai le téléphone. 10 minutes passèrent. Mon téléphone vibra de nouveau. Un message de Céline cette fois. La politesse s'usait déjà. Charles, ils ne nous donneront pas la clé de la chambre. Les enfants sont fatigués et grincheux. Tu dois régler ça. Je continuai à lire mon livre. Les appels téléphoniques commencèrent peu après. D'abord, Michel. Je vis son nom clignoter sur l'écran. Je laissai sonner jusqu'à ce que ça aille sur la messagerie vocale. 1 minute plus tard, il rappela. Je l'ignorais. Puis le nom de Céline apparut, une présence furieuse vibrant sur le bois poli. Puis Michel de nouveau. C'était un rythme de tambour numérique frénétique du sentiment de droit acquis se transformant en peur. Les messages devinrent un torrent de panique brute et d'accusations. Pourquoi tu ne réponds pas? Décroche le téléphone? Tu as fait ça exprès? C'est quel genre de blague malade? Et finalement, celui que je savais être de la pure Céline. Sa rage non filtrée. Comment as-tu pu nous faire ça à tes propres petits-enfants? Tu es un vieil homme cruel et égoïste. Tu nous as abandonnés. C'était fascinant vraiment. Toutes les couches de charme et de sophistication qu'il portait, comme des vêtements chers, étaient dépouillées, un appel manqué à la fois. En dessous se trouvait la terreur brute et laide de 2 personnes qui venaient de réaliser que la banque qu'ils avaient eux cambriolée toute leur vie avait finalement fermé silencieusement ses portes. De retour dans ma maison, il n'y avait pas de chaos. Il n'y avait que le parfum d'huile de citron et le frottement silencieux d'un chiffon doux sur le vieux bois. J'étais dans mon atelier, l'endroit où j'avais toujours donné un sens au monde en construisant des choses. Dans mes mains se trouvait une petite table à 3 pieds que j'avais faite pour Rose pour notre premier anniversaire. Sa surface s'était ternie au fil des ans. Je lui redonnais son éclat. Sur l'établi, mon téléphone faisait une crise numérique. Il vibrait violemment, glissant sur la surface de chaînes marquées, l'écran s'illuminant avec leurs noms l'un après l'autre. Michel, Céline, Michel encore. C'était un pouls frénétique de désespoir essayant d'envahir mon sanctuaire. Je ne l'ai pas mis en mode silencieux. Je l'ai laissé sonner. À chaque passage du chiffon, je jetais un coup d'œil à l'écran. Le nombre d'appels manqués grimpait. 10, 27, 54. Chaque vibration était une exigence. Chaque sonnerie sans réponse était une accusation. Mais ils n'appelaient pas leur père. Ils appelaient leur banquier. Ils ne s'inquiétaient pas de mon bien-être. Ils étaient terrifiés par leur accès. Et face à leur effondrement, je ressentis un calme profond et inébranlable. Je ne les punissais pas. Je leur enseignais une leçon dans une langue qu'ils pourraient finalement comprendre. Je leur enseignais la signification du mot conséquence. Le grain rouge profond du merisier commença à briller sous ma main, sa lumière intérieure revenant. Je restaurai l'ordre. C'était tout. Il leur a fallu 3 jours pour revenir de Corse. 3 jours de vols économiques annulés, de longues escales, et l'humiliation lente et rongeante de leur exil auto-infligé. J'ai su au moment où ils sont arrivés. Le son de la portière de voiture qui claque avait une fureur particulière, et les pas sur ma terrasse étaient lourds d'indignation. Ils n'ont pas frappé. Ils ont martelé la porte. Je l'ai ouverte, et je les ai regardés. Le paradis n'avait pas été gentil. Ils ressemblaient à des naufragés. L'ensemble en lin couleur crème coûteux de Céline était froissé et taché. Son visage, sous un bronzage fané et tacheté, était un masque de rage épuisé. Michel ressemblait à un fantôme. L'homme souriant et confiant que j'avais vu pour la dernière fois à l'aéroport était parti, remplacé par un étranger aux yeux creux, avec des cernes sombres sous les yeux et une mâchoire serrée de ressentiment. Ils étaient bienvenus prêts pour une bagarre, débordant de discours qu'ils avaient sans doute répétés pendant le long vol de retour. Ils me poussèrent dans l'entrée, prêts à déchaîner leur tempête. Et puis, ils s'arrêtèrent. Ils s'arrêtèrent net, leur bouche à demi ouverte. Ils regardaient le salon où David Chen était assis calmement dans le fauteuil en face du mien. Ils ne les regardaient pas. Ils regardaient le dossier en cuir qui reposait sur ses genoux. Le piège avait été tendu et ils y étaient tombés directement. Ils étaient venus s'attendant à acculer un vieil homme solitaire. Ils trouvèrent un juge et son conseil attendant que les procédures commencent. Le moment de choc ne dura qu'un battement de cœur avant de tourner à la rage balbutiante. Ce fut Michel qui trouva sa voix en premier, une voix tendue avec un sens de blessure personnelle profonde. « Qu'est-ce que c'est que ça ?»
exigea-t-il, gesticulant sauvagement entre moi et David Chen. Tu ne réponds pas à mes appels. Tu gèles mes comptes. Tu nous abandonnes au milieu de la Méditerranée avec tes petits-enfants. Et maintenant, tu as ton avocat ici. Quel genre de jeu malade et tordu tu joues ? Il fit un pas en avant, son visage un masque d'incrédulité. Nous étions inquiets pour toi. Nous pensions que quelque chose était arrivé. Nous avons appelé, et tu nous as juste ignorés. Pourquoi ? À cause d'une simple erreur honnête avec un billet d'avion ? Une erreur dont nous nous sentions horribles. Céline, reprenant sa contenance, se déplaça à son côté, jouant le rôle de la mère lésée. C'était l'expérience la plus humiliante de nos vies, Charles, dit-elle, sa voix tremblant d'émotions répétées. Être traités comme des criminels dans ce complexe, devoir expliquer à nos enfants pourquoi nous avons dû dormir sur le sol d'un aéroport. As-tu une idée de ce que tu leur as fait subir ? De ce que tu nous as fait subir ? Tout ça parce que tes sentiments ont été un peu blessés. Ils se tenaient, là, un front uni d'indignation, tissant un récit où ils étaient les victimes, les héros sans faute d'une histoire dans laquelle j'étais le méchant cruel et imprévisible. Ils peignirent un tableau de vacances familiales aimantes, dérailleur par le caprice inexplicable d'un vieil homme amer. C'était une performance magistrale, mais c'était exactement cela, une performance. Et j'avais déjà lu le script. Je me contentais de rester assis là, mes mains reposant sur mes genoux, et je les laissais parler. Je laissais la tempête de leurs accusations se briser contre le mur de mon silence. Je laissais les dernières de leurs accusations s'estomper dans le silence lourd de la pièce. Je ne bougeais pas. J'attendis simplement d'être sûr qu'ils avaient épuisé leur approvisionnement d'indignation juste. Puis je parlais, ma voix pas plus forte qu'une conversation normale, mais elle trancha la tension comme un rasoir. « Avez-vous terminé ?» La question resta suspendue dans l'air, n'attendant pas de réponse. Michel ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais aucun mot ne sortit. Je tournai légèrement ma tête vers David Chen. Sans un mot, il prit le dossier en cuir de ses genoux et le fit glisser sur la surface polie de la table basse. Il s'arrêta directement devant moi. Le son était doux, mais il sembla résonner dans la pièce silencieuse. Je l'ouvris. « Vous semblez être sous l'impression, commençai-je, mes yeux sur mon fils, que ceci concerne un billet d'avion oublié. » Je sortis le premier document. C'était un relevé bancaire. Je le plaçai doucement sur la table entre nous. Parlons plutôt de ceci. Ceci est un transfert de 40 000 € fait de mon compte d'épargne vers le vôtre pour couvrir les dettes de l'entreprise ratée de Céline. Puis je regardai Céline, dont le visage était devenu rigide. Du dossier, je sortis l'impression brillante de sa publication sur les médias sociaux. Je la plaçai à côté du relevé bancaire. C'était la photo d'elle souriante, tenant le nouveau sac à main de créateur. Et ceci, dis-je, est une carte de remerciement de 1 600 € achetée 3 jours plus tard. Sa mâchoire se serra, mais elle ne dit rien. Je retournai au dossier. Bien sûr, ce n'était que le plus gros retrait. Je commençai à sortir plus de papiers, des chèques annulés, des relevés de cartes de crédit que j'avais payés. Chacun que je plaçais sur la table, créant lentement une mosaïque de leur vie financière, une piste papier de leur dépendance. Voici les 15 000 pour l'acompte de votre voiture. Voici les 8 000 pour couvrir vos impôts fonciers l'année dernière. Et voici, dis-je, laissant tomber une épaisse pile de reçus sur la table, les innombrables transactions plus petites. Dîner, vêtements pour les enfants, votre adhésion au club. Ils regardèrent la pile croissante de papier, leurs visages se vidant de toutes couleurs. La colère juste était partie, remplacée par la terreur pâle et cireuse de personnes qui avaient été prises. « Vous appelez l'aéroport une simple erreur, dis-je, ma voix descendant encore plus bas. Je l'appelle le retrait arrogant final d'une banque que vous avez vidée systématiquement pendant 5 ans. » Je laissai le poids de cette déclaration finale s'installer dans la pièce. Je les observai, mon fils et sa femme, leurs yeux bondissant entre les papiers sur la table et mon visage, cherchant une sortie, une faille, un moyen de faire tourner cette histoire de nouveau en leur faveur. Mais il n'y en avait pas. Je fis un petit signe de tête presque imperceptible à David Chen. « Il n'y a qu'une chose de plus ?» dis-je, ma voix calme. « Vous appelez l'aéroport une erreur, mais les erreurs ne sont pas planifiées, n'est-ce pas ?» David Chen atteignit le dossier et sortit une seule feuille de papier. C'était un email imprimé. Il le tint en l'air. Ceci est une copie ordonnée par le tribunal d'un email envoyé de Michel Dubois à Céline Dubois 1 semaine avant le voyage, dit-il, sa voix l'instrument neutre et despassionné des faits. La ligne d'objet dit « Le plan de paiement du vieux en Corse ». Céline fit un petit bruit étranglé dans le fond de sa gorge. Michel avait l'air d'avoir reçu une balle. David continua à lire directement de la page. Le corps de l'email dit en partie
Une fois qu'on l'aura amené au complexe, détendu et avec quelques verres en lui, il sera beaucoup plus disposé à signer les papiers de décaissement. Les 25K sont à un prix élevé, mais le paiement de la fiducie en vaudra la peine. Les mots tombèrent dans la pièce et détonnèrent. La couleur ne se vida pas seulement de leur visage. Elle fuit, laissant derrière un gris translucide et cireux. Les masques d'indignation qu'ils avaient portés si fièrement ne se fissurèrent pas seulement. Ils se transformèrent en poussière, révélant la cupidité brute et tremblante en dessous. Il n'y avait plus de mots. Il n'y avait plus de mensonges. Il n'y avait que la vérité laide et nue exposée sur la table basse entre nous. Pendant longtemps, personne ne bougea. Le seul son dans la pièce était le tic-tac de l'horloge grand-père, chaque tic marquant une seconde de leur nouvelle réalité définitivement altérée. La pile de papier sur la table basse n'était plus seulement des preuves. C'était une pierre tombale, marquant la mort de leurs illusions. Céline fut la première à bouger. Elle se leva du canapé lentement, comme une vieille femme, son mouvement raide et fragile. Elle ne me regarda pas. Elle ne regarda pas son mari. Elle regarda la porte d'entrée comme si c'était un rivage distant vers lequel elle devait nager. Michel resta debout, figé, ses yeux fixés sur l'impression de l'email. Il avait l'air vidé, la charpente d'un bâtiment, après qu'un incendie ait consommé tout ce qui était inflammable à l'intérieur. Il leva finalement la tête et ses yeux rencontrèrent les miens. Je ne vis aucune excuse en eux. Je ne vis aucun remords. Je vis juste la ruine vaste et vide d'un homme qui avait parié toute sa vie sur une seule main perdante. Puis il se retourna et suivit sa femme. Je ne dis pas un mot. Je ne leur dis pas de partir. Il n'y avait pas besoin. La vérité était maintenant la propriétaire de cette maison, et elle les avait déjà expulsés. J'écoutais leurs pas reculer. J'entendis la porte d'entrée s'ouvrir, puis je l'entendis se fermer. Ce n'était pas un claquement. C'était un clic doux et final. Il n'y avait pas de triomphe en moi. Pas de vague satisfaisante de victoire, juste la paix lourde et profonde d'une tempête qui était finalement passée, laissant une clarté silencieuse et dévastatrice dans son sillage. L'ordre avait été restauré. Quelques semaines passèrent dans une tranquillité qui était profonde et restauratrice. Le silence de mon fils n'était plus une arme contre moi, mais une conséquence avec laquelle il devait vivre. Pendant ce temps, David Chen et moi étions occupés. Nous ne détruisions pas, nous construisions. Je rencontrai Amélie dans un petit café ensoleillé du centre-ville, le genre d'endroit qui sentait le café grillé et le pain frais. Elle rayonnait, pleine de l'énergie facile de la jeunesse et du but. Entre nous, sur la petite table en bois, je plaçais un nouveau dossier. Celui-ci était d'un bleu profond et plein d'espoir. « Je t'ai demandé de venir ici aujourd'hui, » commençai-je en faisant glisser le dossier vers elle, « parce que je voulais te montrer les plans de mon prochain projet. » Elle l'ouvrit. Son front se plissa de confusion. Puis ses yeux s'élargirent alors qu'elle lisait la première page. Je la vis tracer les mots avec son doigt. « Fondation Rose Dubois ». Je lui racontais tout. Je lui parlais de la mission de financer l'éducation de jeunes concepteurs et architectes talentueux. Je lui dis qu'elle était construite sur l'idée que ta tante Rose chérissait toujours, que la plus belle chose qu'une personne pouvait construire était une porte pour que quelqu'un d'autre puisse la franchir. Les larmes qui montèrent dans ses yeux n'étaient pas comme celles que j'avais vues dans mon salon des semaines plus tôt. Celles-ci n'étaient pas les larmes d'une actrice. Elles étaient tranquilles, authentiques et pleines d'une compréhension profonde. « Oncle Charles » chuchota-t-elle, sa voix épaisse d'émotion. « C'est tout ce qu'elle était, tout ce que vous avez construit ensemble. » J'étendis ma main à travers la table et posai ma main sur la sienne. « Une fondation a besoin d'un gardien fort, Amélie. Quelqu'un avec une vision et de l'intégrité. Quelqu'un qui comprend que le caractère du constructeur est la partie la plus importante de la structure. » Je laissai mes mots s'installer. « Quand tu diplômeras, dis-je, je veux que tu sois sa première directrice. Je ne t'offre pas un emploi. Je te confie un héritage. » Dans ses yeux, je ne vis pas l'éclat affamé d'une opportuniste. Je vis la lumière constante et brillante d'une constructrice prête à se mettre au travail. Je suis de retour dans mon atelier maintenant. La maison est silencieuse, mais c'est un type différent de silence d'avant. Ce n'est pas le silence lourd de l'absence, mais le silence propre et calme de la paix. Pendant des années, je pensais que mon héritage était un nombre dans un compte bancaire, un filet de sécurité que je construisais pour mon fils. J'en suis venu à réaliser que vous ne pouvez pas construire un filet de sécurité pour quelqu'un qui est déterminé à couper les cordes. Mon fils et sa femme ont vu le travail de ma vie comme un coffre-fort à forcer. Ils n'ont jamais compris que sa vraie valeur n'était pas dans l'argent, mais dans la dignité du travail lui-même. Ils voulaient la table finie,
mais il méprisait le bois, les outils, les mains calleuses qui l'avaient façonné. Un véritable héritage n'est pas ce que vous laissez pour les gens, c'est ce que vous laissez à l'intérieur des gens. La Fondation Rose du Bois, une structure qui construira des opportunités pour d'autres, c'est un héritage. Ce que mon fils voulait n'était qu'un héritage. Et j'ai finalement appris la différence. Quant à moi, mon travail n'est pas encore terminé. Je planifie un voyage, un vrai cette fois, pas vers un complexe stérile, mais vers la côte de la Martinique pour voir les plages et les rivages où ma propre histoire a commencé il y a longtemps. J'ai passé toute ma vie à construire une maison. Maintenant, il est temps de voir d'où vient le foyer. Je n'ai rien fait de tout cela par vengeance. Je l'ai fait pour la chose qui n'a pas de prix. Je l'ai fait pour mon propre respect de soi, parce que la dignité est la seule maison que vous devez construire pour vous-même. Et vous ne devez jamais, jamais donner les clés à quelqu'un d'autre. Cette histoire n'a jamais vraiment été question d'argent. Elle était question de l'érosion lente et silencieuse du respect qui peut arriver quand l'amour n'est pas gardé par des limites. Pendant des années, j'ai cru que mon rôle en tant que père était d'être un filet de sécurité, de pourvoir sans question. J'ai appris de la façon la plus dure possible que la générosité sans respect est simplement du carburant pour la cupidité. Un véritable héritage familial n'est pas un coffre-fort à hériter, mais un standard de dignité à maintenir. Protéger votre paix et votre estime de soi n'est pas un acte égoïste. C'est le travail le plus vital et nécessaire que vous ferez jamais.